Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com. Je suis Hervé Hérault, le président, le fondateur du Petit Journal, le journal des Français à l'étranger, votre journal, votre quotidien en ligne. Merci d'être nombreux à vous être inscrits pour assister à ce webinaire sur la thématique Investir dans l'immobilier en 2023. Attention aux mauvaises surprises. Nous avons avec nous deux experts sur le sujet, Pierre-Emmanuel Jus, qui est le directeur commercial régional chez Valority, qui est donc à votre gauche sur l'écran et à droite par rapport à ça. Voilà, un petit coucou. Et Jérémy Monceau, qui est expert en investissement locatif pour les Français de l'étranger chez Valority. Bonjour Jérémy, bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour. Je vais vous passer la parole dans quelques instants. Bonjour à tous les internautes. Alors, je vais vous préciser qu'on est parti pour une petite heure ensemble. Donc, c'est vraiment, on a la chance d'avoir des experts. Donc, posez bien vos questions. Vous avez un petit onglet questions en bas à droite. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. C'est très simple. Il y a écrit poser une nouvelle question. Je vous mets un petit bonjour. Voilà, bonjour à tous. Donc, déjà, faites-nous signe. Dites-nous où vous êtes. Est-ce que c'est le matin en Asie, le soir non, plutôt le soir en Asie, le matin sur le continent américain? Est-ce que vous êtes en Europe, en Afrique? Quel temps fait-il? Est-ce qu'il neige? Est-ce qu'il fait très chaud? Voilà, faites-nous un petit coucou, dites-nous où vous êtes, ça nous intéresse, comme ça on verra également si le petit onglet marche bien. Le webinaire sera également très important, disponible en replay. Donc, quelques instants après la fin du webinaire, bien, vous recevrez un mail sur l'adresse avec laquelle vous êtes enregistré de façon à pouvoir voir le replay. C'est-à-dire que si, par exemple, vous n'avez pas une heure devant vous, vous pourrez voir la fin du webinaire ou vous pouvez le revoir en intégralité et vous pourrez également, bien entendu, le faire connaître à vos connaissances et vos amis qui sont intéressés par le sujet mais qui n'ont pas eu connaissance, qui ne sont pas enregistrés ou qui n'avaient pas le temps. Donc, il ne sera évidemment jamais trop tard. Par ailleurs, il y aura également un article dans les prochains jours sur lepetitjournal.com, compte rendu avec nos amis de Valority et avec la vidéo YouTube qui sera MBD. Donc, ce sera évidemment un moment de rattrapage. Donc, faites-le connaître et puis, ça sera très facile évidemment de le diffuser autour de vous. Voilà, donc bonjour à tous. Une fois de plus, vraiment, posez bien vos questions. Faites-nous un petit coucou, un petit signe. Vous avez la chance aujourd'hui d'avoir deux experts sur ces thématiques de l'immobilier neuf avec Valority. Donc, je suis sûr que vous avez des projets. C'est le moment de poser vos questions. Je vais me présenter, demander à nos deux intervenants de se présenter en quelques mots et de nous présenter aussi un petit peu Valority. Donc, Pierre-Emmanuel, je vais vous passer la parole en premier. Bonjour à tous, ravi d'être en votre compagnie. Merci Hervé pour l'invitation. Donc, je suis Pierre-Emmanuel Jus, j'ai 46 ans. Je suis directeur commercial au sein du groupe Valority. Je suis normand, expatrié à Lyon pour ma part. Ça fait 17 ans que je suis dans l'univers de l'investissement immobilier locatif et auparavant, j'étais banquier. Très bien, merci Pierre-Emmanuel. Jérémy, quelques mots sur vous. Alors donc moi je suis Jérémy Monceau, j'ai 39 ans, je travaille donc chez Valority depuis 9 ans. À la base donc j'étais banquier également, donc conseiller en banque de détail. Et donc moi j'ai connu Valority parce que j'étais client, donc voilà. Et donc depuis 9 ans je suis conseiller, donc expert pour les clients donc expatriés donc à l'étranger et également formateur donc pour les conseillers en gestion de patrimoine chez Valority. Super, très bien. Merci à tous les deux. Est-ce que vous avez vu là, les internautes, on a un petit slide avec nos intervenants qui sont ici, que vous pouvez voir. Est-ce que vous voulez peut-être, Pierre-Emmanuel, nous dire quelques mots sur Valority rapidement et puis après, on va rentrer sur les thématiques et les questions. N'oubliez pas les internautes, il y a le petit onglet « Poser une question » en bas à droite. C'est très facile, donc on vous attend pour vos questions sans attendre sur ce sujet de l'investissement immobilier. Oui, pour Valority, rapidement, aujourd'hui, on a un groupe expérimenté. Ça fait 38 ans qu'on existe. On a un groupe indépendant. Dans notre capital, aujourd'hui, il n'y a pas de banquier, il n'y a pas d'assureur, il n'y a pas de promoteur. C'est quelque chose qui garantit notre indépendance.
On est 700 collaborateurs salariés, ça aussi c'est un point important, on est tous salariés, il n'y a pas d'agents co, de mandataires, de choses comme ça. On est 300 conseillers présents sur le terrain en gestion de patrimoine. La gestion de patrimoine, c'est quoi? C'est de marcher sur ses deux pieds, l'investissement immobilier locatif, mais également les placements financiers. La thématique du jour, c'est évidemment l'immobilier, mais on fait également tout ce qui est accompagnement sur les placements financiers. Et puis, en 38 ans, on a 50 000 clients et notre ADN, c'est la conception, le conseil et la gestion locative. On est présent un peu partout en France. Vous voyez ici la carte de France avec les 27 espaces clients qui peuvent accueillir nos clients. En tous les cas, la promesse que l'on peut avoir par rapport à nos internautes expatriés, c'est qu'on vous proposera la possibilité d'être mis en relation avec un conseiller expert. On vous demande aussi votre région d'origine. On trouve ça plus sympa. Et donc, si vous êtes d'origine de Strasbourg ou de votre origine de Toulouse, je vous promets que vous aurez le bon accent et la bonne expertise de l'autre côté de l'écran. On reviendra sur Valority un petit peu plus tard. C'était juste pour faire une introduction, Hervé. Parfait. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel. Allez, les internautes, soyez pas timides. On a une petite heure ensemble, donc vous avez de la chance d'avoir nos deux experts. Posez bien toutes vos questions avec le petit onglet questions. Posez une nouvelle question en bas à droite. C'est très facile. Moi, j'ai une première question peut-être pour tous les deux, Pierre-Emmanuel et Jérémy. C'est en fait connaître un petit peu l'état du marché immobilier locatif en France à l'heure actuelle, parce que voilà, on voit que la situation est particulière. On entend évidemment que le marché n'est pas forcément attractif aujourd'hui. Donc, je voulais vraiment connaître votre opinion sur le sujet. Oui, on parlera du marché immobilier un petit peu après. Si on se concentre sur l'immobilier locatif aujourd'hui, en 2022, il reste extrêmement porteur et serein. En tous les cas, on a des certitudes aujourd'hui sur le marché immobilier locatif. C'est-à-dire qu'il y a toujours un manque criant de logements en France. Tout le monde va s'accorder pour dire qu'il y a à peu près 1 million de logements manquants. On a un flux migratoire positif. On a une démographie qui est positive également. On a 7 millions de célibataires. On a un divorce sur 2. Donc, ça veut dire qu'en une génération, on est 68 millions de Français, mais on a besoin de plus de logements qu'à l'époque de nos parents. Et puis, le marché, on va dire plus de 2022, plus notre quotidien. On a eu un resserrement du crédit en 2022, c'est-à-dire que des locataires qui pouvaient envisager de devenir propriétaires ne le sont pas devenus. Donc, c'est-à-dire qu'on a une croissance de la demande locative, c'est plus 9% aujourd'hui en 2022. Et on a une contraction des biens mis à la location, c'est moins 5%. Donc, quand vous avez une dichotomie entre l'offre et la demande, aujourd'hui, on a un marché locatif qui est certain et qui est porteur. On le voit d'ailleurs dans l'augmentation des loyers, puisque les loyers aujourd'hui progressent de plus, on est à plus 3,5, plus 4% sur le marché national. On a quelques villes qui sont au-delà de ça, hein, Marseille, Rennes, on est à plus de 5%. Et puis on a également une réglementation qui s'est mise en place, c'est-à-dire qu'on a aussi des villes comme Bordeaux et Lyon qui sont là aussi sur des flux migratoires positifs et sur des dimensionnements économiques intéressants. Mais là où le marché sur l'immobilier locatif et les loyers est resté stable, puisqu'il y a un plafonnement des loyers qui a été mis en place. Donc ça, c'est des nouveautés qui nous ont, on va dire, qui ont joué leur rôle en 2022. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des mouvements par rapport au prix des biens, au volume de transactions, rentabilité, au taux est-ce qu'on est dans une période où c'est en train de bouger ? Oui, alors on a quand même deux semestres, on est quand même sur 1 million de transactions, ça a moins bougé, mais on a quand même sur le deuxième semestre un resserrement du crédit. C'est-à-dire que l'accès au crédit, c'est une production de moins 20% sur l'année 2022. Plusieurs phénomènes à ça. D'une part, le HCSF, le Haut Conseil stratégique, qui limite aujourd'hui l'accès au crédit. C'est-à-dire qu'on ne peut s'endetter aujourd'hui qu'à hauteur de 35%. Ma résidence principale, mon prêt voiture, mon investissement locatif. Et puis, on a connu, suite aux décisions de la BCE, une augmentation assez rapide des taux sur le deuxième semestre. Et donc, on a découvert ou redécouvert le taux d'usure. Donc, au mois de septembre et au mois de décembre, on s'est trouvé bloqué dans le fait de pouvoir emprunter. Et donc, ça a contraint et réduit le nombre de transactions sur les 4 derniers mois. Et on commence à avoir une contraction des prix sur le marché de l'ancien, notamment sur l'ancien énergivore. On y reviendra. Voilà, mais on reste sur un marché qui reste tendu sur les produits qualitatifs et sur les agglomérations qualitatives. Ce qui est important de souligner également par rapport à Pierre-Emmanuel, ce qu'il était en train de nous indiquer, c'est
Notamment aujourd'hui, ce qui est très important, notamment par rapport à nos investisseurs, c'est vraiment qu'ils se fassent accompagner sur leur demande de prêt, puisqu'aujourd'hui, on ne finance pas de la même manière un client, un Français qui réside en France et un client qui est à l'étranger. Donc pour ça, il y a deux possibilités. Le client, soit il va contacter sa banque française, il va faire les démarches pour savoir s'il peut bénéficier d'un crédit. La deuxième solution, qui est pour nous la plus simple, c'est tout simplement de faire appel à un expert, donc un courtier expert en crédit, donc notamment pour les clients qui sont à l'étranger. Et là, donc l'expert va faire les démarches pour lui, il va lui trouver la meilleure solution au niveau de son financement de crédit. Donc là, c'est vraiment très important. Et donc chez Valority, bien évidemment, Pierre-Emmanuel vous présentera la société tout à l'heure, mais nous avons des experts en crédit immobilier chez nous. Si on peut parler de crédit pour les expatriés, les conditions de financement aujourd'hui restent quand même extrêmement favorables en France, vu qu'on a des gens de partout dans le monde. Aujourd'hui, si je prends un taux de crédit immobilier, on va dire sur 20 ans, aujourd'hui, on emprunte environ entre 2,60 et 2,80. C'est la moitié de l'inflation. On a les taux de crédit les plus bas d'Europe. Donc, ça veut dire que même si j'habite à l'étranger, lever de la dette en France, notre inflation est d'environ 6% aujourd'hui en France. Donc, on emprunte à la moitié de l'inflation. On est les seuls en Europe. Donc, on a un marché structurel français qui est cohérent. On a une dette qui ne coûte pas cher par rapport à l'inflation. Donc, c'est un effet de levier qui est intéressant par rapport à d'autres pays aujourd'hui où on voit évidemment s'envoler beaucoup plus rapidement les taux de crédit immobilier sur les marchés, on va dire, domestiques. Oui, puis on a des taux fixes. Je crois que c'est un peu une spécificité française, il me semble. Ah oui, vraiment, vraiment. On peut regarder, mais aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en Espagne ou au Royaume-Uni, mais aujourd'hui, les taux de crédit sont à hauteur de leur inflation. Allez, on va prendre après les questions des internautes. Posez bien vos questions, Yacine, on va vous répondre, mais allez les autres internautes, posez vos questions. Il y a certainement plein d'interrogations autour de ce sujet de l'investissement immobilier. C'est le moment de poser vos questions avec le petit onglet « Poser une nouvelle question » en bas à droite. Moi, j'ai une question, en fait, Pierre-Emmanuel, c'est par rapport aux grands changements qui ont marqué le secteur de l'immobilier ces derniers mois et les grandes nouveautés à venir. Quelles sont les attentes et je dirais finalement les alertes à mettre en face, sur quoi il faut être vigilant. Oui, alors le maître mot, ça va être la régulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché a été extrêmement régulé. D'une part, parce qu'il y a eu la mise en place de permis de louer. Oui, ça existe. On a le permis de conduire en France maintenant, mais on a le permis de louer. Ça concerne 179 communes et c'est en train de s'étaler. Si vous ne respectez pas ça, c'est des amendes. C'est un peu comme pour le permis de conduire. Vous avez eu des restrictions aujourd'hui également sur le marché locatif de courte durée, comme le Airbnb. Il y a beaucoup de villes aujourd'hui, comme elles ont vu disparaître le fait de pouvoir mettre des logements sur le marché pour la résidence principale, eh bien, elles ont contraint un petit peu ce marché-là. Et surtout, le plus gros changement, c'est aujourd'hui sur le diagnostic de performance énergétique. Donc aujourd'hui, lorsque vous vendez votre bien ou lorsque vous louez votre bien, vous devez fournir à votre acquéreur ou à votre locataire un diagnostic de performance énergétique. Bon, jusqu'ici, vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose. Eh bien si, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le législateur, et vous pouvez le voir sur la petite diapositive qui accompagne mon discours, c'est qu'aujourd'hui, et je vais m'adresser aux internautes qui ont aussi un patrimoine immobilier en France, j'ai envie de leur dire, il est urgent de faire un diagnostic de ces investissements parce qu'aujourd'hui, vous allez devoir respecter des échéances. Et aujourd'hui, le législateur vous dit, si vous avez un logement qui est avec une lettre E, une lettre F, eh ben, vous ne pourrez plus le louer à horizon 2028 ou 2034. Donc, on est aujourd'hui en train de parler d'immobilier, on est en 2022, donc c'est demain quand même. C'est dès il y a 10 jours, enfin il y a 20 jours, depuis le 1er janvier, les logements qui sont classés G, c'est-à-dire des logements que l'on dit énergivores, plus de 450 kW de consommation par mètre carré et par an, sont exclus du marché. Vous n'avez plus le droit de louer ces logements. En 2034, ça concerne 40% des logements aujourd'hui du marché locatif qui ne sont plus éligibles à la location. C'est-à-dire que si vous avez un patrimoine immobilier aujourd'hui en France, vous devez impérativement le diagnostiquer pour connaître les échéances et les décisions que vous devez prendre. C'est-à-dire que vous devez faire des travaux dans votre logement pour le louer demain, ou vous devez arbitrer votre patrimoine. Et ça, c'est peut-être des conseils aussi qu'on peut vous apporter. Et puis, ça répond à une de vos questions, Hervé, c'est-à-dire comment je vais privilégier aujourd'hui, comment je vais analyser le marché si je veux investir en France. Eh bien, on va vous dire, investissez sur quelque chose qui est certain. Et donc, l'immobilier locatif sécurisant sur les 10-15 prochaines années, c'est de l'immobilier neuf.
parce que évidemment, j'ai un logement qui est énergétiquement performant et donc je n'aurai pas de problème pour le louer sur les 15 prochaines années, ou de l'immobilier ancien, récent. Et je vais insister sur l'ancien récent, c'est-à-dire qu'on va regarder la performance énergétique de votre logement et on devra être classé en D. Si on n'est pas en D, d'ici 2034, vous devrez prendre des décisions. Et ça, c'est vraiment les changements les majeurs qui sont intervenus sur notre marché ces derniers mois et ces dernières années. Et la tendance est lancée. Parfait, très bien. Allez, vous voulez poursuivre sur le slide? Non, on prend les questions des internautes. Comme vous voulez, juste sur le slide, ce qui est important, Oui. c'est que certains pourraient vous dire ou vont argumenter en disant que acheter de l'investissement immobilier ancien, voire ce que l'on appelle des passoires énergétiques, parce que vous allez faire un bon coup sur le prix. Ils ont raison. J'ai un appartement avec un prix de marché à 230 000 euros. Je l'achète 200 000, je fais 30 000 euros de travaux dans mon appartement, je remonte la note parce que j'ai changé la fenêtre, j'ai changé le chauffage, et je suis pertinent et je remets mon logement sur le marché. D'accord ? Et j'ai fait un bon coup sur le prix d'achat. Alors, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que l'appartement qui est concerné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réglementation, elle vous dit 1, diagnostic de performance énergétique, 2, diagnostic technique global, ça c'est sur la copropriété. C'est-à-dire que votre copropriété, aujourd'hui, elle va être mesurée, elle est E, audit énergétique, et on va vous dire il faut passer la copropriété de E à D avec un plan pluriannuel de travaux, c'est-à-dire que vous avez 10 ans, et donc sur 10 ans, on va vous dire il faut changer les menuiseries, changer les chaudières, et vous voyez également, ça va concerner dès aujourd'hui et dès demain les copropriétés de plus de 200 lots, et donc dans 3 ans, toutes les copropriétés sont assujetties à ce diagnostic de performance. Donc, ne pas se contenter d'analyser l'appartement, mais d'analyser également la copropriété. Très bien, c'est très clair, effectivement. On a une question de Bernard qui indique « Je regarde un projet VEFA ». Alors, vous allez nous décoder tout ça, qui devrait suivre la réglementation RT 2012. Est-ce suffisant ou dois-je demander plus de garanties pour pouvoir être sûr de le louer? Est-ce que vous pouvez répondre à Bernard? Est-ce que vous voulez qu'on lui demande plus de précision? Non. La question est très claire. Donc, bonjour Bernard. Donc, pour répondre à votre question, donc un projet VEFA, donc c'est un projet, donc une vente en état futur d'achèvement. Donc, on achète un bien sur plan. Et donc, la réglementation RT 2012, donc c'est une bonne réglementation. Aujourd'hui, avec les nouvelles normes, maintenant on est sur la norme RE, donc 2020. Donc, c'est la nouvelle norme au-dessus de la RT 2012. Donc, par rapport à votre question, est-ce que c'est suffisant? Oui, c'est suffisant pour louer. Donc, bien évidemment, vous pouvez louer parce que vous aurez un diagnostic de performance énergétique qui sera bon. Bien évidemment, la RE 2020 est supérieure et donc c'est mieux. Mais ça fonctionne déjà très, très bien au niveau de la RT 2012. Aucun souci. Oui, RT 2012, en fait, c'était la réglementation que l'on avait jusqu'au 1er janvier. Donc, pas de souci sur la mise en location et pas de souci sur les échéances que j'ai données, notamment. Voilà, parce qu'un RT 2012, aujourd'hui, le diagnostic de performance sera en B ou en C pour vous donner un ordre d'idée. Très bien, merci beaucoup. Allez, les internautes, continuez à poser vos questions. On vous attend avec le petit onglet questions. On a une question de Yacine qui demande « Est-il possible d'emprunter en France pour acheter en Irlande ?» C'est pas lequel de vous deux veut. Alors, on peut emprunter en France pour acheter à l'étranger, que ce soit en Irlande ou ailleurs. Le seul souci, entre guillemets, c'est que la banque, elle va demander une garantie. Et donc, cette garantie, quand j'investis en France, c'est généralement une hypothèque ou une garantie, ce qu'on appelle une garantie réelle. Et donc, il n'est pas possible pour une banque française de prendre une garantie réelle sur un bien à l'étranger. Donc, ce que vont demander les banques françaises, c'est d'avoir une garantie réelle en France. Donc, soit elles vont prendre une garantie réelle sur de l'argent, donc sur des placements financiers que vous avez. J'achète un bien en Irlande, 400 000 euros, elles vont bloquer un nantissement de 400 000 euros de placement financier en France. Ou alors, elles vont vous demander d'avoir une garantie réelle sur un bien. Donc, soit parce que vous avez fini de payer un bien immobilier, une ex-résidence principale ou de l'immobilier locatif, elles vont prendre une garantie réelle sur un bien en France. C'est leur seul moyen de se garantir aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est possible, mais c'est une histoire de garantie et pas de projet. Il y a peu de pays aujourd'hui qui sont exclus du financement français. C'est vraiment une situation personnelle et les garanties.
Parfait, très bien. Merci pour cette réponse à Yacine. On peut peut-être justement aborder un petit peu les conditions de financement actuellement en France et notamment quelles sont les exigences spécifiques aux investisseurs non résidents, Pierre-Emmanuel. Oui, Jérémy, non, c'est comme moi. Vas-y, Alors, vas-y. petite différence entre l'investisseur français et l'investisseur expatrié. Les taux de prêt ne sont pas tout à fait les mêmes, ils sont un petit peu plus élevés. Quand je parlais de 2,60, de 2,80, c'est plutôt pour les gens qui investissent en France et qui sont français. Lorsqu'on est expatrié, on a une prime de risque, donc les banques vont prêter 0,20, 0,30 au-dessus de ça, et elles vont demander plus d'apport. C'est-à-dire qu'elles vont vous demander aujourd'hui environ 40% d'apport pour investir en France. Alors cet apport, il peut être apport et placement. C'est-à-dire qu'en fonction des banques, vous avez aussi des banques qui sont spécialisées, qui vous connaissent très bien et qui sont capables de vous suivre. On a certaines banques qui ont des départements sur les expatriés et elles peuvent très bien vous demander 20% d'apport, 20% de placement, mais en majorité, comptez qu'aujourd'hui, il faut 40% d'apport pour un expatrié pour réaliser un investissement immobilier à crédit en France. Ce que l'on mesure, nous, Hervé, dans les investisseurs qui habitent à l'étranger, qui investissent en France, on a une acquisition sur 2 qui se fait en cash. Ouais. C'est-à-dire plutôt le fait d'investir son argent en France sur un marché certain ou investir en euros aussi pour les internautes qui nous suivent aujourd'hui et qui sont dans d'autres monnaies dans leur pays de résidence et qui placent leur argent en euros. Voilà, on l'a vu notamment au moment du Brexit où il y a une certaine crainte sur la livre sterling, en tous les cas des investisseurs, et ils sont venus mettre leur argent en euros et on a eu pas mal d'achats cash comme ça pour aller mettre son argent en euros. D'accord. Mais c'est vrai que, je ne sais pas, Jérémy, si vous voulez rajouter quelque chose, mais actuellement, vous l'avez dit, avec les taux d'intérêt et l'inflation, c'est интересant de s'endetter. Donc, nos Français à l'étranger, notre public, là, comment vous les accompagnez, Jérémy? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Finalement, quels sont, on a entendu les prérequis, les 40% dont vous avez parlé, Pierre-Emmanuel, mais est-ce que vous avez des partenaires bancaires? Est-ce qu'il faut les conseiller plutôt d'aller voir leur propre banque? Comment ça se passe? Ouais, en fait, c'est très important. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, de se faire accompagner. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a 2 possibilités. Soit l'acheteur va solliciter sa banque en France pour savoir si elle peut l'accompagner. Il faut savoir que toutes les banques n'accompagnent pas sur des investissements en France, notamment pour des clients qui sont expatriés. Donc ça, c'est la première possibilité. Cette personne peut aussi faire le tour des banques. Donc généralement, ça demande beaucoup de temps, assez fastidieux. La deuxième possibilité, qui pour moi est la plus importante et la plus intéressante, c'est encore une fois de se faire accompagner, c'est-à-dire de faire appel à un expert, donc un courtier en crédit. Comme je vous le disais, on a donc une structure qui accompagne nos clients sur cette solution-là. Et donc là, en fait, c'est le courtier qui va faire toutes les démarches auprès des partenaires. Et donc, pour répondre à votre question, Hervé, oui, bien évidemment, on a des banques qui financent les expatriés, puisque toutes les banques ne financent pas des clients français, donc expatriés, même si on est sur des investissements en France. Déjà, toutes les banques ne suivent pas. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'elles vont également demander un financement. Le financement ne se fait pas de la même manière, notamment, comme le disait Pierre-Emmanuel, sur l'apport. En règle générale, on est plutôt sur 40%, comme vous l'expliquiez juste avant. D'une manière générale, les banques françaises d'origine caisse régionale, type Crédit Agricole, Crédit Mutuel, ont plus de mal à suivre des clients expatriés. Elles sont très régionalisées. Elles vont même vous dire, si vous investissez dans la caisse régionale, je peux peut-être vous suivre. En tous les cas, il y a une analyse de marché qui est plutôt comme ça. Et on a plutôt des banques nationales, genre BNP, genre filiale du LCL, par exemple, ou de la Société Générale, qui ont des départements spécialisés pour les expatriés. Donc, on va dire que dans l'accompagnement, sur les banques spécialisées, on est plutôt sur des banques nationales que sur des banques régionales. Donc, si par exemple, je suis expatrié, que j'ai gardé mon compte dans ma caisse régionale du Crédit Agricole et que j'ai une bonne relation avec mon directeur d'agence, on peut quand même l'interroger parce qu'il n'est pas impossible qu'il puisse vous suivre, mais ce n'est pas lui qui décidera des conditions. Mais s'il vous dit non, ne pensez pas que c'est impossible, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est vraiment des départements spécialisés. Ouais, on a souvent cette remontée de dire, mais quand on est à l'étranger, c'est vraiment très difficile de se faire financer, alors qu'en fait, avec un accompagnement, ce que je comprends, c'est que faut interroger les bonnes personnes et c'est tout à fait envisageable. C'est exactement ça. Très bien. Allez, on va revenir. Je vois une question intéressante de Bernard. Accompagnez-vous vos clients sur les plans comptables et fiscaux? Oui. Dans les 2 pays.
Alors, on a un partenaire, nous, comptable, qui s'appelle Inelis, qui gère notamment toute la partie TVA lorsqu'on parle de location meublée, par exemple, et qui s'occupe des déclarations de revenus de nos clients, notamment évidemment sur le territoire, que ce soit des Français ou des Français de l'étranger. Voilà, et donc ils ont des conventions et des interlocuteurs pour pouvoir faire en sorte que la déclaration qui est faite en France soit bien transmise et correctement transmise, puisque la fiscalité n'est pas tout à fait la même en fonction des pays où vous résidez. Parce qu'il y a certains pays où ils vont dire vous avez payé vos impôts en France, donc vous n'avez pas à payer dans le pays dans lequel vous résidez. Puis il y en a d'autres qui vont vous dire faut passer à la caisse 2 fois. Donc ça, évidemment, oui, évidemment, on vous accompagne sur ça, et on s'accompagne surtout de partenaires qui sont experts dans ce domaine. C'est la seule chose qui est externalisée chez nous, c'est la comptabilité. Mais voilà, Inelis, c'est un partenaire qui gère 100% de nos clients. Donc voilà, c'est un cabinet qui gère environ 10 000 logements meublés, pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est pas l'expert comptable du coin. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel. Alice demande, est-ce qu'investir en France des biens et les mettre en bail commercial nous dispense totalement d'impôts, excepté la taxe foncière, dit-elle? Qui veut répondre? Alors, c'est une très bonne question, en effet. Donc, c'est un sujet intéressant. En effet, c'est une des solutions en fait, que nos clients peuvent utiliser, notamment quand ils veulent investir en France, donc des clients qui sont expatriés qui veulent investir en France. Notamment, donc, une des solutions, c'est d'investir dans le LMNP, donc le loueur en meublé non professionnel. Et donc, le plus gros avantage, on va dire, que c'est tout simplement, donc j'achète un bien, donc ça peut être un appartement, ce bien-là, eh bien, donc, il va être meublé. Et donc, l'avantage, c'est que je vais recevoir des loyers, mais ces loyers vont être exonérés d'impôts et de contributions sociales pendant à peu près entre 20 et 25 ans en fonction. Donc, c'est une solution qui est très, très intéressante puisque ça permet de ne pas avoir d'impôts ni de contributions sociales. Donc, oui, Alice, c'est possible. Et notamment, l'avantage d'avoir un bail commercial, donc vous voyez notamment donc, la diapo qui s'affiche juste devant vous. Eh bien, nous, on a donc une structure qui s'appelle donc Les Belles Années, qui est des résidences étudiantes. Donc, on est vraiment sur le statut de loueur meublé non professionnel, sur le marché de l'étudiant, puisque c'est un marché qu'on maîtrise totalement. Et ça permet donc à nos propriétaires eh bien, donc, de pouvoir bénéficier de loyers et totalement garantis grâce au bail commercial. C'est-à-dire que le locataire, finalement, ce n'est pas l'étudiant, ça va être le gestionnaire. Et le gestionnaire, c'est 100% Valority, puisque c'est Les Belles Années, c'est intégré. C'est-à-dire que l'étudiant parte au mois de mai, que le prochain revienne simplement au mois de septembre ou au mois d'octobre, peu importe, en fait, le propriétaire aura donc son loyer et en plus totalement exonéré. En tous les cas, Alice a raison. La location meublée non professionnelle est sans doute le dispositif fiscal le plus adapté pour les gens qui sont expatriés, parce que ça permet de générer des revenus en France, et que ce soit au travers d'un bail commercial ou d'une solution de mandat de gestion meublé, ça permet d'amortir le bien et de ne pas payer d'impôts sur les loyers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Dans les pistes de travail qu'on pourra proposer aux internautes qui souhaiteront aller plus loin, c'est effectivement d'étudier ces deux solutions. Donc nous, on a vraiment deux solutions. Une proposition telle que l'évoque Alice, à savoir le marché de la résidence étudiante. Donc le marché de la résidence étudiante, il est formidable en France, hein, c'est 2 900 000 étudiants, il y a 400 000 logements en Crous, donc vous voyez la dichotomie, hein, tout simplement. Il y a 1 million d'étudiants qui sont logés chez l'habitant aujourd'hui. Il y a une pénurie de logements et on donne le bac à 750 000 personnes par an. Donc vous avez 750 000 personnes par an qui arrivent sur le marché et le temps d'études s'allonge. Donc le nombre de logements, pour vous donner un ordre d'idée, quand on ouvre une résidence de 100 logements, l'été d'après, on a 50 logements à louer, puisque les étudiants vont le garder le temps de leurs études, alors que j'ai toujours mes 750 000 bacheliers qui vont arriver. Donc, on est sur un marché certain. Et je vais me permettre aussi de dire, puisque mes filles commencent à être en études, que c'est papa et maman qui payent les loyers. Et donc, papa et maman qui payent les loyers, c'est sécurisant pour le gestionnaire de résidence étudiante, et puis c'est sécurisant, évidemment, pour l'investisseur, puisqu'il n'y a pas de question à se poser sur le fait qu'on soit certain de ce marché. Voilà, donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de lâcher de l'immobilier résidentiel tout à fait classique.
Voilà, en respectant ce que j'ai dit tout à l'heure sur la réglementation énergétique, donc du neuf ou de l'ancien récent, sur lequel aujourd'hui on est capable de vous accompagner sur le fait de pouvoir meubler ce logement. On a des partenaires qui, en plus, vous choisissez même vos ambiances, comme ça c'est formidable. Et donc, on va avoir un mandat de gestion meublé, et donc là, on va pouvoir être sur un marché tout à fait traditionnel, meubler le logement, le louer en meublé. On est sur une gestion évidemment tout inclus. On personnalise les logements, on s'occupe évidemment de la livraison des meubles, du montage des meubles, de tout ce qu'il faut. Voilà, et alors, on ne fabrique pas de meubles. Donc, on passe par deux sociétés, une société qui s'appelle Colibri et une société qui s'appelle Easy Immobilier. Vous pouvez aller voir les sites internet, vous pouvez choisir vos ambiances et on vous accompagnera aussi sur le sujet. Mais c'est les deux solutions qui sont aujourd'hui à notre disposition pour accompagner notamment les expatriés. Merci Pierre-Emmanuel. Peut-être Alice demande une précision. Elle dit si on passe en LMP, donc loueur meublé professionnel, hein, je crois, c'est pas moi l'expert, mais je crois que ça veut dire ça. Est-ce que c'est aussi intéressant dans son cas à elle? Et j'imagine Alice que vous êtes à l'étranger. Oui, alors il y a la réglementation sur la location meublée professionnelle a quand même changé ces dernières années. Il faut générer plus de 23 000 euros de loyer meublé et que ça représente plus de 100% de mes revenus. Donc aujourd'hui, ça concerne les gagnants du loto, par exemple, les footballeurs à la retraite. Voilà. Alors, ça peut concerner effectivement les expatriés, mais si jamais ils reviennent. Donc, alors, l'intérêt, c'est quoi pour un expatrié éventuellement d'avoir la location meublée professionnelle? C'est pouvoir enregistrer des cotisations sociales en France, puisque je suis loueur meublé professionnel. Et donc, ça va me permettre de me cotiser comme si j'étais finalement en situation d'emploi en France. Donc, c'est une des opportunités, notamment pour ceux qui veulent aller chercher quelques points retraite. C'est un sujet d'actualité. À la télévision française, dans les rues françaises également cette semaine. Voilà, donc c'est l'intérêt. Par contre, sachez que si vous revenez en France, vous perdrez votre statut, puisque 23 000 euros de loyer plus 100% des revenus, si jamais vous avez des revenus en France, vous le perdrez, sauf cas exceptionnel. C'est vraiment taxable. Merci beaucoup pour cette précision à Alice, Pierre-Emmanuel. Allez, les internautes, on arrive à peu près à la moitié de ce webinaire. C'est le moment de poser vos questions avec le petit onglet « Poser une nouvelle question ». Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay juste quelques instants après la fin du webinaire. Donc, si vous venez de le prendre en cours, il n'y a pas de souci, vous n'avez rien raté. Vous pourrez également le faire connaître à vos connaissances et amis qui pourraient être intéressés par le sujet. On a une question de Yacine qui demande comment se passe la revente d'un bien étudiant, quelles sont les conditions? Parce qu'évidemment, on a parlé de la rentabilité par rapport à la location, mais il y a aussi la dimension de la revente, Pierre-Emmanuel. Oui, c'est intéressant. Alors, nous, on va avoir toute la chaîne. Aujourd'hui, les belles années, c'est 49 résidences, c'est 6 500 logements en exploitation, pour vous donner un ordre d'idée. On sera à 10 000 logements gérés en résidence étudiante à horizon 2025. C'est une certitude, ce n'est pas un objectif. On sait ce qu'on a dans l'étude, ce que l'on vend aujourd'hui est en livraison 2024, voire 2025 sur les projets qui sortiront, puisque en résidence étudiante, il faut livrer au mois de juillet ou au mois d'août. Si on livre au mois de janvier, ça ne marche pas. Et voilà. Donc, comment se passe la revente? J'ai envie de dire, prenons l'expérience que l'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque l'on va avoir un renouvellement de bail commercial, c'est-à-dire votre bail commercial, il va durer 10 ans. Au bout du 10 ans, on va vous proposer le renouvellement. Lorsqu'on propose le renouvellement, vous avez à peu près 30% des gens qui ont investi, qui vont nous interroger sur la valeur de leurs biens et qui envisagent peut-être une sortie. Vous avez la moitié d'entre eux qui revendent au renouvellement du bail. Alors nous, on a un engagement là-dessus. On a évidemment un service de transaction, mais ce n'est pas de la transaction classique, puisqu'on revend avec un bail commercial. Donc aujourd'hui, nous, on s'engage à revendre votre bien. On s'engage également à ce que l'acquéreur ne soit sans conditions suspensives de prêt, puisque nous revendons les logements de nos investisseurs uniquement en cash, voilà, puisque le crédit est plutôt réservé aux personnes qui vont acheter en VFA et être livrées dans 18 mois. Voilà, donc aujourd'hui, les horizons de sortie sont systématiquement positifs, c'est-à-dire que les gens revendent au moins le prix qu'ils ont acheté, ça c'est quelque chose d'important, et sans conditions suspensives de prêt, c'est l'engagement que l'on a aujourd'hui auprès de nos internautes. Pour vous donner un ordre d'idée, là, en juillet 2023, nous avons 4 résidences qui ont 10 ans et qui vont avoir un renouvellement de bail commercial. Ça représente à peu près 426 lots. Donc, on s'attend à avoir une centaine de lots à peu près en revente et on accompagnera notre client investisseur d'hier et notre client investisseur de demain sur le sujet. Ce qui peut être une opportunité d'ailleurs pour les expatriés, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'une fois sur deux, ils étaient en cash.
Donc, si j'investis du cash, est-ce que je vais avoir mon loyer dans 1 an et demi ou dans 2 ans, ou est-ce que je le veux dans 6 mois? Ça peut être une occasion et une opportunité aussi à saisir. Très bien, merci beaucoup Pierre-Emmanuel. Moi, j'avais une petite question par rapport aux nouveautés relatives au plafonnement des loyers. Est-ce que c'est une limite, une crainte? Est-ce que finalement, il ne faut pas plus s'en inquiéter que ça ou s'en soucier? Alors aujourd'hui, le plafonnement des loyers concerne un certain nombre d'agglomérations, Paris, Lille, Bordeaux, Montpellier. Reims et Marseille en ont également fait la demande. Il y a une vingtaine de communes également en région parisienne. Évidemment, c'est quelque chose qu'on va surveiller avec attention, puisqu'on va aussi parler de rentabilité dans un projet immobilier. Donc le plafonnement des loyers, comment il y a une contrainte aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de logements, comment je fais pour faire que les loyers n'augmentent pas trop, il y a ce plafonnement qui est mis en œuvre. Donc évidemment, il faut faire attention. Après, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que certains vous disent, vous inquiétez pas, on peut pratiquer des surloyers. Alors moi, je dis vigilance et attention. C'est pas parce que vous allez mettre une box et fournir Internet à un logement en location que vous allez pouvoir avoir un surloyer de 200 €. Hein. Une box en France, ça coûte 30, 40 € par mois, sauf erreur de ma part. Vous ne pouvez pas dire le loyer, c'était plafonné, c'est 600 et moi je loue 800 parce que c'est le prix du marché, mais parce que j'ai mis une box Internet. Alors, pas vu, pas pris. Hein, si je ne déclare pas mes revenus, a priori, je ne paye pas d'impôt. Il n'y a pas de souci. Mais le pas vu, pas pris, il est quand même de moins en moins vrai. Les amendes, elles sont quand même en train de tomber. Vous avez des propriétaires qui ont été condamnés à plus de 15 000 € d'amende en 2022 en région parisienne pour dépassement de loyer. Vous avez 30% des annonces aujourd'hui qui ne respectent pas le plafonnement des loyers. Moi, je dis juste... pas vu, pas pris, ce n'est pas la bonne stratégie. Très bien, ça a le mérite d'être clair, c'est un bon message avec une bonne punchline. Merci beaucoup. Jérémy, peut-être on pourrait aborder un petit peu les risques et les défis qui sont liés à l'investissement locatif en France depuis l'étranger. Quels sont finalement les points d'attention? Quelles sont vos recommandations par rapport à nos internautes, nos Français de l'étranger sur l'investissement locatif? Je dirais dans un premier temps, notamment, ça va être les clients qui parfois peuvent être intéressés par rapport au prix et donc on va avoir envie d'investir dans l'immobilier ancien dit travaux. Et Pierre-Emmanuel nous a expliqué que par rapport au DPE, etc., il y avait des nouvelles normes, donc ça allait être de plus en plus compliqué. Et puis on sait que les artisans en France, alors je pense un petit peu partout, mais en tout cas en France, sont débordés. Et donc il est extrêmement compliqué. Hein, on a plus de demandes que d'offres, donc forcément, qui dit travaux dit il faut soit les faire seul, sauf que si on est à l'autre bout du monde, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc la première, le premier point de difficulté, ça va être celui-ci, c'est je suis à l'étranger, si j'investis dans l'ancien, je dois faire des travaux, comment ça va se passer? Et là, pour le coup, c'est un vrai défi, ça me semble extrêmement compliqué, ou alors il faut vraiment être très, très bien accompagné par un expert qui va vous aider. Deuxième point, ça va être tout ce qui concerne la gestion du bien, donc à savoir tout simplement la recherche du locataire, l'étude de solvabilité, s'assurer que le locataire qu'on va mettre dans le bien, du coup, au niveau des revenus, tout est correct, en fait, tout simplement, qu'on puisse bien lui reverser les loyers auprès du propriétaire, que tout se passe bien. Donc, on dit au niveau de la gestion quotidienne, parce qu'encore une fois, quand on est à l'autre bout du monde, c'est assez complexe. Troisième point qui est extrêmement important également, la revente du bien. Oui, quand je suis à l'autre bout du monde, j'ai envie de revendre mon bien. Quid, comment ça se passe? Et puis, quatrième point, parfois qu'on a tendance à un petit peu oublier, c'est la déclaration des revenus, qui n'est pas une mince affaire en France. Et donc là, du coup, il faut se faire accompagner. Et donc, l'avantage que l'on a chez nous, c'est de pouvoir accompagner tous nos clients sur la déclaration des revenus. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Je rebondis sur cette question en vous disant simplement qu'il y a une étude qui a été faite chez nous, donc une enquête client, il y a à peu près 2 ans, notamment sur les risques, les inquiétudes principales de nos clients, les craintes à savoir, dans l'immobilier, est-ce que je fais bien et qu'est-ce qui va se passer? Donc la première raison, c'est la principale et c'est normal. J'ai peur, est-ce que je fais bien de me lancer? Est-ce que la structure, elle me plaît? Est-ce que la personne, elle est bien? Et là où je vais investir, est-ce que ça va le faire? Voilà, donc ça, c'est le premier point, c'est totalement normal. Donc là, l'idée, c'est encore une fois, d'où l'intérêt vraiment de se faire accompagner. Le deuxième point, ce qui est totalement logique, c'est OK, j'ai acheté, maintenant mon bien va être livré, est-ce que je vais pouvoir bien louer mon bien? Donc ça, c'est la deuxième inquiétude. Et puis une fois que mon bien est loué, tout simplement, la troisième, c'est une fois que mon bien est loué, est-ce qu'au moment où je vais vouloir revendre, est-ce que je vais pouvoir bien le revendre
et à quel prix. Voilà, donc là, d'où l'intérêt, encore une fois, de se faire accompagner. Ouais. Mais finalement, si je comprends bien, Jérémy, parce qu'on entend souvent que le neuf est plus cher que l'ancien, mais finalement, c'est peut-être plus cher, mais la rentabilité, elle n'est pas forcément moins bonne. Oui, en fait, de prime abord, en facial, en fait, forcément, le prix de l'immobilier en ancien est forcément moins cher que dans le neuf. Donc ça, c'est totalement logique. Après, il y a des points sur lesquels il faut quand même faire attention, hein. On ne dit pas que l'ancien, ce n'est pas bien. Il y a des points sur lesquels il faut faire vraiment attention. Le premier point, ça va être notamment donc sur le budget. Le budget, donc il n'est pas cher, etc. Donc ça peut être attirant. Maintenant, voilà, il faut faire extrêmement attention. On a des frais de notaire qui sont donc ce qu'on appelle chez nous à taux plein, c'est-à-dire que les frais de notaire, vous les avez aux alentours des 8-9%, alors que quand vous achetez un bien dans l'immobilier neuf, on va être plutôt aux alentours des 2,5, voire 3%. Et mine de rien, quand on fait le calcul, c'est quand même assez important. Deuxième point extrêmement important, on revient encore sur les travaux. Mais c'est vrai que mine de rien, en fait, il y a une étude, quand vous regardez sur Internet, des études en fait qui montrent que quand on détient un bien, en règle générale, c'est 15 ans, un bien immobilier, et bien sur 15 ans, l'enveloppe, avant les nouvelles normes de réglementation thermique qui sont passées il y a quelques années, eh bien cette enveloppe en fait représentait à peu près 30% de travaux. Donc j'achète un bien 100 000 €, ok, c'est pas cher, sauf que je vais avoir déjà des frais de notaire qui vont être plus élevés, et puis en plus, un budget de travaux qui va être plus important. Donc voilà, l'ancien, pourquoi pas. Exactement, et obligatoire. Donc, et parfois même, on se retrouve, on a quelques expériences clients comme ça, des clients qui vont faire les travaux dans leur logement, c'est-à-dire que le DPE n'est pas bon, ils font les travaux, donc après, il faut revenir un diagnostiqueur, finalement, le DPE remonte, mais pas assez pour continuer à bien louer correctement leur loyer et surtout voir augmenter leur loyer, etc. La problématique qui se pose, c'est donc si j'ai fait mon maximum dans le logement, je n'ai plus d'autres travaux à faire dans celui-ci, comment ça se passe? La deuxième chose, c'est la copropriété. Et donc là, moi tout seul, si on est 50 copropriétaires, je ne peux pas décider si je vais pouvoir faire les travaux ou pas, même si moi j'en ai envie. Si les autres ont dit non, à un moment donné, la problématique et le risque qu'on peut avoir là-dessus, c'est d'un moment d'avoir fait mon maximum dans mon logement pour qu'il soit aux normes, sauf que mon DPE ne va pas être bon et donc je risque de ne plus pouvoir louer mon logement. Non, on n'est pas là pour vous faire peur, mais en tout cas, il faut vraiment faire attention à ça. Donc l'ancien, oui, comme Pierre-Emmanuel vous l'expliquait, on va plutôt vous conseiller l'ancien récent, c'est-à-dire maximum 15 ans ou le neuf. Et puis pour vous répondre, Hervé, vous dites le neuf, c'est plus cher que l'ancien. Alors, on va parler de prix mètre carré. Oui. Je déteste le prix mètre carré, mais on va y aller quand même. Donc, nous sommes à Lyon aujourd'hui avec Jérémy. Le prix mètre carré à Lyon, 4 360 €. Est-ce qu'aujourd'hui, un T2 de 45 mètres carrés de 1980, de 2000, de 2015 se vend aujourd'hui le même prix? La réponse, elle est non. Est-ce qu'aujourd'hui, si je vais regarder, je suis en Espagne, je suis en Asie, je vais me renseigner sur le prix mètre carré dans la ville. J'ai eu un entretien avec Jérémy, il me fait une proposition commerciale d'un appartement à Toulouse ou à Lyon avec un prix mètre carré. Ah bah tiens, j'ai vu sur Internet que le prix mètre carré à Lyon, c'est 4 300. Vous me proposez quelque chose à 5 000, c'est trop cher. Alors, vous pouvez acheter, 4 200 € du mètre carré dans le 8e arrondissement de Lyon. Vous pouvez acheter 5 000 € du mètre carré dans le 6e arrondissement de Lyon, en vous disant, peut-être, parce que je suis loin, avec un prix moyen à 4 300, j'ai fait une bonne affaire à 4 200 dans le 8e et j'ai fait une mauvaise affaire à 5 000 dans le 6e. Alors, c'est l'inverse. À 4 200 dans le 8e, c'est bien cher. Et à 5 000 dans le 6e, c'est pas cher du tout. Voilà. Donc, en fait, le prix mètre carré, aujourd'hui, il est extrêmement relativisé, puisque aujourd'hui, un appartement de 2015 se vend plus cher qu'un appartement de 1995. Donc, quand vous achetez en 2022, si vous revendez en 2032, en 2035, ça sera le même phénomène. Il n'y a pas d'exemple sur lequel vous vous retrouvez avec des appartements, hormis un haussmannien, vous voyez ce que je veux dire, l'hôtel particulier, c'est-à-dire qui n'a pas de prix, ou des micro-marchés à la montagne ou en bord de mer, mais dans un marché réel de ville, vous n'avez pas d'exemple où un appartement de 1985 est plus cher qu'un appartement de 1995 ou de 2015, ça n'existe pas. Et pour autant, si je tape prix mètre carré à Angers, à Rennes, à Toulouse ou à Lille, vous trouverez des réponses. Mais malheureusement, ce n'est pas celle qu'il faut regarder.
Oui, on n'a pas la Renault Fuego de collection dans l'immobilier, hein, si je comprends bien. Non, je pense qu'il faut être bien accompagné, avoir affaire à des experts, tout simplement. C'est-à-dire comment je justifie mon prix, comment je justifie, voilà. Si vous louez une chambre d'hôtel, un 3 étoiles et un 5 étoiles sur le même terrain, a priori, on va passer la même nuit au même endroit, mais on ne va pas payer le même prix. On est bien d'accord. Voilà. Nous, on va conseiller nos internautes. Nous, on va dire à nos investisseurs, sur l'investissement immobilier locatif, vous devez mettre une cuisine. Pourquoi on dit ça? Parce que si vous livrez un bien, il y a 15 appartements qui sont livrés avec des candidats locataires. Vous avez 14 appartements avec une cuisine, il y en a une qui n'a pas de cuisine. Lequel va être loué en dernier? Lequel? Dans 100% des cas, ça sera celui qui n'a pas de cuisine. Donc vous imaginez bien que si moi j'intègre la cuisine dans le prix mètre carré, je vais être un peu plus cher. Bien entendu. Donc c'est ça qui est important, c'est d'avoir le bon investissement sur une vision long terme sur lequel j'ai la certitude de pouvoir louer mon logement sur 10, 12, 15 ans sans aucune surprise. Je sais combien ça me coûte, je sais combien ça me rapporte. Je vois une question qui est très intéressante de la part de Yacine. Allons-y. Le plafonnement des loyers concerne-t-il aussi la location meublée? Alors, en bail commercial, la réponse est non, puisque votre locataire est une société et donc le plafonnement des loyers n'existe pas dans les résidences que l'on appelle de service. Par contre, dans la location meublée, on va dire traditionnelle, est-ce qu'aujourd'hui à Lyon, il y a un plafonnement de loyer pour le nu et un plafonnement de loyer pour le meublé? La réponse est oui. Donc, ça concerne les deux biens. Voilà, tout à fait. Ça, c'est très important de le souligner parce que parfois, on pense que dans la location meublée, il n'y a pas de plafonnement de loyer. À partir du moment où c'est la résidence principale de votre locataire, vous êtes soumis au plafonnement. Très bien, merci pour cette précision. On a une question d'Alice qui demande quel est le montant de loyer moyen à attendre quand on investit dans un studio étudiant. Alors, peut-être le montant de loyer, c'est difficile à définir selon les endroits. Oui, ça dépend évidemment des villes et des marchés. Si on parle de rentabilité moyenne en bail commercial, vous êtes tourné entre 3,50 et 4%. Oui. La différence par rapport à ce que disait Jérémy tout à l'heure, c'est que c'est 3,50 ou 4% net. C'est-à-dire que si je veux faire la même chose dans un logement nu, il va falloir que je double ce rendement, puisque en France, vous avez la chance d'être saupoudré par de l'impôt et de la CSG. Et donc, effectivement, le fait de pouvoir amortir le bien et de ne pas payer d'impôt sur les loyers fait qu'aujourd'hui, on est sur du rendement net. Et puis, sur de l'immobilier résidentiel que l'on va meubler, là, on est sur un prix de marché. Donc, les rentabilités ne vont pas être les mêmes à Lyon ou à Bordeaux ou à Toulouse. Donc, là, c'est très variable. Je vais plutôt parler de 3,5 à 5,5 si je parle d'immobilier résidentiel meublé pour se donner un idée. Toujours pareil, net d'impôt. Voilà. C'est des grandes tendances, Hervé. Les appartements n'ont pas les mêmes rentabilités en résidentiel d'un étage à un autre ou d'une exposition à un autre. Il faut faire attention. Bien entendu. Je rebondis sur ce que tu es en train de dire, Pierre-Emmanuel. Ce qui est très important également par rapport à la rentabilité, vous avez également, c'est lié également au bail commercial. C'est-à-dire que le gros avantage que vous avez quand vous investissez dans le loueur meublé non professionnel avec un gestionnaire, si c'est un bail commercial, c'est qu'encore une fois, votre locataire, vous n'avez pas à vous soucier de est-ce que mon logement, combien de temps il va être vide, parce que la problématique sur un studio, on va être clair, hein, l'été, il n'y a personne. Comment je fais par rapport à mon loyer? Là, l'avantage du LMNP avec un bail commercial, c'est que vous n'avez pas à vous soucier et qu'en plus, tous les 3 ans, mon loyer va pouvoir augmenter. Voilà. Alors, on n'est pas les plus beaux, on n'est pas les plus forts. Il y a plein de sociétés aujourd'hui qui peuvent proposer de la location meublée non professionnelle avec bail commercial. Je vais insister sur 2 points. Nous, aujourd'hui, on protège le patrimoine de nos clients puisqu'on investit dans nos résidences étudiantes et on fait des travaux. Les résidences qui ont 10 ans, là, au mois de juillet, qui vont être renouvelées le bail, les parties communes ont été refaites. Le mobilier a été changé dans les parties communes. Si je prends stricto sensu mon bail commercial, ça pourrait être à la charge de l'investisseur et ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un niveau de location et de prestation pour les étudiants qui est élevé. Et si on garde ce niveau de prestation élevé, ça nous permet de le louer sur le long terme et de diminuer le turnover. Donc ça, c'est le premier point qui est pour moi important. Et puis, on a vécu une crise Covid qui a duré un petit moment. Donc, dans la location meublée non professionnelle, vous pouvez investir dans le tourisme, dans les résidences pour personnes âgées, dans les résidences de tourisme d'affaires ou dans l'étudiant. Et ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est que évidemment, ces résidences-là se sont beaucoup vidées et un certain nombre de gestionnaires ont à minima suspendu les loyers ou ont baissé les loyers ou ont étalé leurs dettes sur plusieurs années. Les belles années, on a continué à payer nos loyers. Nos résidences se sont vidées
d'étudiants parce qu'ils sont rentrés chez leurs parents, mais comme ils ne connaissaient pas le moment où vous allez revenir, finalement, ils ont gardé leur logement, ce qui nous a permis de continuer à payer les loyers de nos internautes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui est significatif dans ce que l'on a pu vivre dernièrement. On a peu de logements qui sont loués à des étudiants étrangers. Donc voilà, en très grande majorité, 95% des logements sont loués à des étudiants français. Donc quand Donald Trump dit « je ferme les aéroports », ils sont tous partis, les étrangers, ils sont rentrés chez eux, ils ne sont pas revenus. Alors que les étudiants français, quand ils ont repris les cours, sont revenus. Ça nous a permis de garder ce niveau de prestations et de paiement de loyer. Parfait, merci beaucoup. Allez les internautes, il nous reste une petite dizaine de minutes, une grosse dizaine de minutes, donc c'est le moment de poser vos questions avec le petit onglet questions, hein. Je vous rappelle qu'il sera visible en replay quelques instants après. Je voulais peut-être vous demander en fait, Pierre-Emmanuel, ce que vous proposez chez Valority, ce qui fait votre force, de revenir un petit peu peut-être aussi sur la presse puisqu'on arrive un petit peu au terme du webinaire et mettre en avant finalement, et aussi où est-ce que je peux investir chez Valority, pardon, est-ce qu'il y a des régions, des villes, des biens en particulier que vous mettez en avant? Alors, des villes, des régions en particulier, vous avez vu notre implantation nationale tout à l'heure sur la carte de France. On est présent aujourd'hui dans 27 villes en France. C'est-à-dire que ces 27 villes, on les connaît par cœur. Ça, c'est important. On est capable de vous dire si le marché est porteur ou le marché n'est pas porteur. Par exemple, nous avons une agence à Limoges. Ce n'est pas le secteur prioritaire sur lequel je vous orienterai pour faire un investissement sécurisé et sécurisant sur les 15 prochaines années. Mais bon, voilà, on est implanté là-bas pour répondre à la demande des investisseurs. Donc, on connaît très bien nos marchés. D'une manière générale, on va orienter nos clients sur les grandes agglomérations françaises, évidemment. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une profondeur de marché. Une profondeur de marché, c'est-à-dire qu'une demande qui est supérieure à l'offre sur le marché locatif, ce qu'on appelle le tensiomètre locatif, parce qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité de louer mon logement facilement et que mon turnover se fasse le plus facilement possible. Est-ce que j'ai une profondeur de marché également sur la revente? Pour avoir une profondeur de marché sur la revente, c'est le flux migratoire et le dimensionnement économique des régions. On va raisonner aire urbaine plutôt qu'agglomération. Aujourd'hui, le télétravail est une réalité également en France. 1 ou 2 jours par semaine, aujourd'hui, les Français travaillent de chez eux. Ça veut dire qu'on voit aussi que des gens vont habiter à 25, 30, 40, 45 minutes dans le travail parce qu'ils vont moins y aller. Donc, on va raisonner aire urbaine et on va saisir des opportunités. On est à Lyon avec Jérémy aujourd'hui. Donc, si je parle de l'aire urbaine de Lyon, je vais vous dire, tiens, interrogeons-nous. À Lyon, le prix d'entrée est assez élevé. J'ai un plafonnement des loyers, donc ma rentabilité va être plus faible, donc on va être en saisie d'opportunités, mais on va regarder ce qui se passe autour. Je vais vous dire, tiens, regardons Villefranche-sur-Saône, c'est à 30 minutes de Lyon. C'est un marché de report qui est assez intéressant, sur des prix qui sont encore maîtrisés. Et à contrario, je vais vous dire Saint-Étienne, qui est à peu près la même distance, c'est 50 bornes, je vais vous dire surtout, n'y allez pas. Alors, j'ai regardé ce matin. T1, T2, il y avait 652 appartements à louer à Saint-Étienne. Alors, si vous investissez à Saint-Étienne, je vous dis, votre appartement, qu'il soit le plus beau, le moins énergivore possible et surtout beaucoup plus joli que les 651 autres avec lesquels vous êtes en concurrence. D'accord ? Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Si je compare le nombre d'habitants et que je prends Villeurbanne, il y avait 120 appartements à louer ce matin. Donc ça aussi, c'est important lorsqu'on a quitté la France, peut-être depuis plusieurs années, de voir où sont les dynamiques de marché, où est-ce que le marché est un petit peu plus élevé. Pour répondre à votre question sur l'accompagnement et sur Valority, aujourd'hui, Valority accompagne ses clients d'abord sur le conseil, c'est-à-dire que notre métier à nous, c'est de vous rencontrer, d'analyser votre situation, vos objectifs, alors vos objectifs de retour ou de rester là où vous êtes. On est là pour répondre aux attentes de nos clients sur la constitution de leur patrimoine, sur la valorisation. La valorisation, ça veut dire l'arbitrage de mon patrimoine, sur la réduction de la fiscalité lorsque vous avez des revenus également, parfois en France, ou des revenus fonciers, ça peut être intéressant, la protection de la famille, la retraite. Alors, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet sans doute beaucoup plus d'actualité également pour nos internautes à l'étranger, et puis la transmission. Donc, on est vraiment d'abord sur un diagnostic et pour apporter des solutions. Ensuite, sur l'accompagnement et l'administration de biens, Jérémy l'a dit tout à l'heure, il faut être bien accompagné, mais il faut être bien accompagné sur est-ce que mon locataire va me payer, est-ce qu'il ne va pas tout casser, comment je fais pour louer, comment je fais pour revendre. Donc aujourd'hui, Valority, c'est aussi de l'administration de biens, de la gestion locative, c'est 10 000 logements gérés aujourd'hui en France, c'est 2 milliards d'actifs sous gestion. On s'occupe de la livraison. La livraison, c'est quoi? Si vous achetez en VFA,
Au moment où le promoteur vous dit c'est bon, c'est prêt, je suis prêt à vous livrer, c'est lever des réserves, la poignée de porte qui ne ferme pas, l'ampoule qui manque, le raccord de peinture à faire, c'est nous qui nous occupons. C'est gratuit, il n'y a pas de frais supplémentaires par rapport à notre mandat de gestion. C'est la mise en location, la sélection du locataire, la perception des loyers, les assurances de loyers impayés. Les assurances de loyers impayés, tout le monde vous dit qu'il y a des assurances de loyers impayés. Donc nous, on a une société de recouvrement en interne, dans l'entreprise, avec des huissiers. Donc, je vais donner un seul chiffre pour que ce soit bien clair. On verse 60 millions d'euros de loyer à nos investisseurs par an. À l'heure où je vous parle, nous courons après 72 000 euros de loyer. Ça ne veut pas dire que nos investisseurs ne touchent pas leur loyer et les assurances. Mais aujourd'hui, c'est 60 millions d'euros de loyer versés, 72 000 euros de loyer après lequel on court. Donc, le marché aujourd'hui de l'immobilier locatif, c'est 3% de loyer impayé. C'est la statistique nationale. 72 000 divisé par 60 millions d'euros, ça fait 0,12%. Donc, ce que je peux vous dire, et vous regardez droit dans les yeux, droit dans la caméra, c'est qu'aujourd'hui, les loyers impayés chez Valority, ça n'existe pas. Et je pense que c'est l'un des enjeux majeurs de la sécurisation d'un investissement quand on est à l'autre bout du monde. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel. Peut-être, Jérémy, un mot par rapport à nos investisseurs non résidents, puisqu'on a beaucoup de Français à l'étranger. Est-ce que un accompagnement spécial, j'imagine, notamment par rapport au fait, évidemment, de la distance, du fait des décalages horaires, de ne pas voir forcément les biens. Comment est-ce que vous travaillez dans ce sens-là? Alors, en fait, dans un premier temps, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est là pour… notre mission principale, c'est de conseiller et d'accompagner nos clients. Donc, on est sur nos clients, notamment qui sont donc à l'étranger, on est sur un parcours 100% digital, c'est-à-dire qu'on va accompagner nos clients, bien évidemment, mais plutôt en visio. Donc, c'est-à-dire qu'on fait généralement donc, un premier rendez-vous. Ce premier rendez-vous, c'est un rendez-vous de découverte. Donc, on va se présenter, tout simplement, nous et puis notre client, comprendre la situation de notre client et savoir là où il a envie d'aller, ses objectifs. En fonction de ça, on va analyser sa situation, on va voir s'il y a une solution qui nous paraît intéressante pour lui. Si oui, et qu'on a un intérêt commun, dans ce cas-là, on positionne, on se revoit, mais oui, on se revoit vraiment lors d'un second rendez-vous en visio. On lui présente donc une solution vraiment concrète, donc un vrai projet, en lui expliquant pourquoi on a choisi cette solution-là, sur quel support, etc., pourquoi cette ville, comme expliquait Pierre-Emmanuel tout à l'heure. Et puis, si tout ça lui convient et qu'il a envie de franchir le pas, on lui explique comment on peut l'accompagner, notamment donc, tout ça à distance, puisque maintenant, nous sommes sur des signatures complètement dématérialisées, donc 100% en ligne. On accompagne notre client, donc notre courtier, à distance également. On va l'accompagner donc sur la gestion locative et bien évidemment, on va l'accompagner aussi sur la déclaration des revenus, puisque c'est un point extrêmement important. Donc, vous avez vu qu'on a dit, en tout cas, j'ai dit plusieurs fois le mot accompagner. Et le notaire, du coup, il faut que je prenne un billet d'avion. J'ai oublié le notaire, pardon. Et j'ai oublié le notaire, très important, puisqu'on devient propriétaire uniquement lorsqu'on passe chez le notaire. Donc, bien sûr, le rendez-vous notaire se passe en visio, Pierre-Emmanuel également. Avant le Covid, c'était interdit que les notaires puissent signer à distance, etc. Il y avait une parenthèse qui a été faite pendant le Covid et finalement, cette parenthèse, elle est restée. Donc, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, quand j'habite à Lille et que j'investis à Marseille, je ne suis pas obligé de me déplacer, je peux acter en visio. Et c'est la même chose pour vous qui êtes à l'étranger. Donc, c'est intéressant. Encore plus important et intéressant. Allez, une dernière petite question d'une internaute, c'est Bernard qui demande, êtes-vous présent dans les stations de ski? Alors, j'allais dire stations de ski et peut-être aussi saisonniers, Côte d'Azur, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes un peu sur ces marchés-là? Dites-nous, Pierre-Emmanuel. Alors, sur les stations de ski, on n'est pas présent. Aujourd'hui, ce n'est pas une offre qu'on propose à nos investisseurs. Pourquoi est-ce qu'on est en difficulté pour garantir les loyers pendant 10 à 12 ans? S'il n'y a pas de neige, forcément, l'exploitation sera plus compliquée. S'il y a une année sans neige, le gestionnaire sera en capacité de continuer à payer les loyers. Si c'est plusieurs saisons de suite, ce sera plus difficile. Donc, c'est un marché sur lequel on reste observateur aujourd'hui. Et sur la partie, on va dire, plutôt mer, donc là, on est sur l'immobilier résidentiel traditionnel. Évidemment, on est capable de proposer des choses dans le Var, par exemple, ou dans les Alpes-Maritimes. Si l'objectif que je peux traduire, par exemple, si je reviens, est-ce que je pourrais récupérer mon logement, faire une résidence secondaire ou ma résidence principale? Évidemment, c'est des sujets qu'on est capable de traiter, mais plutôt à la mer, toujours pareil, sur un marché locatif traditionnel pérenne, qui me permettra de récupérer mon bien en résidence secondaire, en résidence locative. Mais sur le marché du ski, aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir la promesse. Et donc, si on n'est pas capable d'avoir la promesse, on ne la promet pas tout simplement. Et il y a des gens qui le font très bien. Parfait, très bien. On arrive au terme de ce webinaire. Je vous remercie. On a une dernière question. Oui, bien sûr. Une question à laquelle on n'a pas répondu d'Alice. Sur quel site internet on peut trouver
Oui, j'allais y venir. nos biens immobiliers à la revente. Donc, c'est quand même une question extrêmement importante. Donc, vous avez normalement un lien qui s'est affiché, je crois, au départ sur le fil de la discussion, donc notamment qui vous renvoie vers notre site internet. Vous pouvez voir donc les différents biens que l'on propose également. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Plus important également, c'est surtout n'hésitez pas à demander un accompagnement par un conseiller expert. Hein. Ce conseil, c'est vraiment un point extrêmement important puisque ça vous permet en fait d'avoir un vrai audit, un vrai accompagnement. Et puis après, si on vous trouve une solution, tant mieux. Et on n'est pas agent immobilier, Alice, on est conseiller en gestion de patrimoine. Donc aujourd'hui, pour répondre à Alice aussi, on a accompagné 2200 investisseurs en 2022. D'accord ? Donc si j'enlève le mois d'août où on est en vacances, ça veut dire qu'on accompagne on acte aujourd'hui 200 appartements par mois. Donc le rythme du stock tourne énormément. Donc vous verrez aujourd'hui sur le site internet des résidences qui sont à la commercialisation, mais vous n'aurez pas forcément le détail des lots, tout simplement parce que le rythme de commercialisation est quand même soutenu. Voilà, à la revente, pour vous répondre, aujourd'hui, il y a uniquement 18 appartements qui sont disponibles sur nos résidences étudiantes à la revente, parce que là, le rythme est quand même aussi assez soutenu. Et on s'attend quand même, là, sur le deuxième trimestre de l'année, à rentrer un petit peu plus de mandats de revente. Et voilà, c'est quand même un secteur assez dynamique en termes de rythme de commercialisation, tout simplement. Parfait. Bah, écoutez, merci messieurs. Donc Pierre-Emmanuel Jus, directeur commercial régional chez Valority, Jérémy Manceau, expert en investissement locatif pour les Français de l'étranger chez Valority. On a bien compris, investir dans l'immobilier en 2023, attention aux mauvaises surprises, mais que si on fait bien attention, du coup, on peut avoir de très bonnes surprises. Peut-être si on fait bien attention, qu'on est bien accompagné, c'est super. Eh bien, super. Eh bien, voilà, c'est un bon mot de la fin. Merci aussi à tous les internautes. Dans quelques instants, merci, Hervé. vous avez le replay disponible. Donc, n'hésitez pas évidemment à le faire connaître. Dans quelques jours, l'article dans lepetitjournal.com, votre journal, le journal des Français à l'étranger. Merci à tous. Merci Pierre-Emmanuel, Jérémy, et à très bientôt. Au revoir, bonne journée, bonne soirée. Au revoir. Merci, à bientôt.